Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Télécœur de la semaine du 15 juin. Mon nom est Marie-André Dupéré et il me fait un grand plaisir d'animer cette émission. Commençons tout d'abord cette semaine avec le dîner de la mairesse à Nicolet. 5 mai 2026, c'est à l'Hôtel Montfort de Nicolet qu'a lieu le dîner de la mairesse. Voici mes entrevues à ce sujet. Geneviève, deuxième dîner de la mairesse. En fait, l'année passée, c'était le premier. À quoi on peut s'attendre en fait pendant ce dîner-là? C'est une suite de l'an passé. L'année passée, on avait présenté, entre autres, notre planification stratégique qui tournait autour de la transition socio-écologique. Aujourd'hui, on prend 1 heure pour réfléchir ensemble avec des panélistes vraiment de renom. Là, on a Jean-Martin qui est un économiste, on a Diane Bérard qui est aussi, Jean-Martin Sang, Diane Bérard qui est une journaliste aussi qui traite l'économie, mais qui est une journaliste de solutions, puis Jérôme Duprat qui est un spécialiste de tout ce qui est écosystème, puis de valeurs écologiques. Donc, aujourd'hui, on prend le temps de réfléchir à la transition, à notre croissance aussi, puis à comment chacun d'entre nous, parce qu'il y a presque 150 personnes aujourd'hui au dîner, comme citoyens, comme partenaires, comme entrepreneurs, peu importe, on peut aussi participer à la transition socio-écologique. Donc, c'est vraiment un privilège de se donner 1 heure pour réfléchir ensemble. Pour ceux à qui ça ne dirait rien, ça, la transition socio-écologique pour nos téléspectateurs, comment on peut la décortiquer? En fait, la transition socio-écologique, c'est vraiment une modification de nos comportements pour permettre d'avoir un système qui est plus juste, plus équitable, puis qui est plus respectueux aussi de l'environnement, mais des prochaines générations. Donc, c'est quand même un bon défi, la transition, parce que ça implique le changement de comportement de tous et chacun. Puis c'est pas juste la responsabilité d'une ville, c'est pas juste la responsabilité d'un gouvernement ou d'une entreprise, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Puis j'espère que les gens, quand ils vont sortir du dîner, parce que l'objectif, c'est vraiment juste de prendre le temps de peut-être avoir une meilleure conscience de ce que c'est. J'espère que les gens vont voir quel rôle ils peuvent jouer dans la transition socio-écologique. Donc, ce sera formateur autant pour les gens dans la salle que pour la mairesse en tant que telle? Absolument. Puis c'est vraiment un magnifique privilège d'avoir cette tribune-là. Là. Je suis très, très, très heureuse puis très fière de la réponse des gens. Méranie, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Bien, en fait, c'est notre événement, la rencontre de la mairesse, qu'on reprend. L'idée, c'est que cet événement-là soit récurrent pour établir un lien de communication, un pont entre la ville et les entreprises, pour que les entreprises puissent être au courant de ce qui se passe, de ce qui se travaille, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les projets en termes de développement d'affaires de la ville. On attend combien de personnes ici aujourd'hui? En fait, on est près de 150 personnes, comparativement à l'année passée, où on était plus aux alentours de 120 personnes. Fait qu'on est vraiment contents. Puis on a beaucoup d'entreprises, soit hors du territoire ou qui ne sont pas nécessairement membres de la Chambre. Fait que c'est vraiment intéressant, et pour nous et pour la ville, toutes ces belles présences-là qu'on va avoir aujourd'hui pour l'événement. Parce que nouveauté cette année, il y a des panélistes également, alors que l'an dernier, la mairesse était plus ou moins seule pour faire ce dîner-là. Oui, bien absolument. En fait, l'année passée, ce qu'elle nous a présenté, c'est l'évolution de la planification stratégique, l'établissement, en fait, de la planification stratégique de la ville. Fait que cette année, elle va être plus en mode présentation des enjeux de transformation climatique et tout ça. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact pour les entreprises et tout. Fait que ça va être vraiment intéressant là, de la voir interagir avec ces panélistes qu'elle a elle-même choisis naturellement. Monsieur Sayad, dites-nous à quel point c'est important pour vous de participer à un dîner de la mairesse comme ça aujourd'hui. Bien, je ne sais pas depuis combien d'années Geneviève fait cette activité-là, mais l'année dernière, j'étais venu. J'étais aussi allé au dîner de la mairesse de Bécancour. Puis j'avais, en tout cas ici, j'avais bien apprécié. C'est une activité de la Chambre de commerce. Sur Jetel, on est une entreprise, quand même une entreprise importante dans la région. Puis juge intéressant, voire important de participer à ces rencontres-là entre les différentes entreprises. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter? Parce que là, ce midi, il va y avoir des panélistes. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter de votre côté, du côté de Sogetel, de participer à des activités comme ça? Ce qui est intéressant, c'est de voir là où la ville s'en va. Puis c'est stimulant. Dans le fond, c'est une activité pour encourager les gens et puis de se rencontrer, revoir les différents intervenants qu'on croise dans toutes sortes d'autres rencontres, puis de poursuivre des discussions qui auraient été entamées peut-être dans une rencontre, puis faire avancer les choses comme ça tranquillement.
Le Fonds collectif des entreprises du parc industriel et portuaire de Bécancour est lancé. Voici quelques détails à ce sujet. On discute avec Donald Olivier du lancement du Fonds collectif des entreprises du parc industriel et portuaire de Bécancour. Un appel à projet qui se déroulera jusqu'au 5 juin prochain. On a créé un regroupement pour s'assurer d'être plus efficace dans nos interventions dans le milieu et puis aussi pour faciliter la vie de certaines entreprises. Parce que toutes les entreprises qui sont ici veulent s'impliquer dans le milieu, mais parfois, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Hein? Solliciter des projets du milieu, les analyser, tout ça. Ça fait que donc, on veut offrir un outil de plus aux entreprises pour qu'ils puissent s'investir dans leur communauté. Concrètement, comment cette union-là va se faire? Bien, on a créé un fonds via Québec Philanthrope. Fait que donc, nous, on est 11 partenaires. Donc, 11 partenaires qui avons décidé de travailler ensemble. Puis, la Société du Parc, on a été un peu l'étincelle. On a lancé cette idée-là, mais sans nos partenaires, on n'aurait pas pu aller de l'avant. Fait que donc, c'est entre 5 et 10 000 que chacun des partenaires mettent sur une base annuelle pour soutenir des initiatives. Fait que donc, comment ça va fonctionner? C'est que sur une base annuelle, ces partenaires-là s'engagent. Mais là, on est dans la période d'appel à projet. Donc, on est dans la fameuse période où est-ce qu'on sollicite des projets de la part des communautés. Et puis, les entreprises qui sont dans le fond et nous-mêmes, on va analyser tout ça puis prendre une décision sur tout ce qui nous sera présenté. À qui s'adresse cet appel de projet-là et comment on fait pour participer? Comment faire pour participer? Tous les documents sont fonds collectifs sur notre site web, donc les documents, les formulaires à remplir sont là. Et puis ça s'adresse, les thématiques qu'on a choisies sont des thématiques quand même assez universelles, culture, développement durable, santé, bien-être. Et on a aussi un volet d'initiatives issues des Premières Nations. Donc c'est très large, et puis on souhaite aussi quand même donner un focus local. Bécancour, MRC Bécancour, par la suite MRC Nicolet, Centre du Québec, une portion de la Mauricie. Fait que donc, on y va un peu dans cet ordre de priorité-là. Ça fait que vraiment, c'est les thèmes qu'on souhaite soutenir. Du côté des Premières Nations, on pourrait déborder des thématiques culture, développement durable et saines habitudes de vie. Par exemple, on pourrait soutenir une étude d'opportunité économique pour une initiative, parce qu'on sait que la réconciliation passe par la réconciliation économique avec eux. Ça fait que donc, le volet, on va être capable de couvrir plus d'éléments avec eux. On se donne une plus grande liberté. On comprend que c'était un besoin, en fait. Bien, c'est un besoin. Il y a déjà quand même des entreprises dans le parc qui s'investissent beaucoup dans la communauté. L'entreprise qui s'implique le plus, c'est la Numérie de Bécancour, qui sont aussi partenaires dans le fonds. Donc, ils ont voulu aussi soutenir ce fonds-là, mais ils ont quand même des sommes très, très importantes sur une base annuelle. Donc, vraiment, on est content de la réponse, parce que, un parc industriel comme on a, faut être conscient qu'il y a un impact sur le milieu. Et puis, moi, j'aime toujours mieux être en mode proactif que de réagir à des trucs. Donc, je pense qu'on a réussi à stimuler les entreprises pour qu'ils s'impliquent. Parce que sur le 75 000 environ annuel, c'est environ à peu près de l'ordre de 50 000 $ que c'est de la nouvelle argent. Il y en a qui investissaient déjà, puis qui ont dit, OK, on va investir via le fonds, mais c'est majoritairement de la nouvelle argent. C'est pas toujours facile de sélectionner des projets. Dans une usine, tu focuses sur la production et tout ça. Fait que quand le téléphone sonne pour des initiatives comme ça, des fois, on n'a pas le temps ou on prend pas le temps de les regarder. Puis ça demande quand même aussi une certaine expertise. Un directeur d'usine qui arrive et qui est ici depuis 2 mois ou 1 an connaît peut-être pas nécessairement le milieu ou les besoins du milieu. Ça fait que je pense que ce qu'on vient offrir, c'est vraiment une genre d'assurance aussi que les sommes seront bien investies en fonction des priorités de la région. Tout à l'heure, on parlait que c'est un outil additionnel, mais il y a vraiment des entreprises, quand on a parlé de cette initiative-là, qui ont vu vraiment ça comme facilitant pour eux. Facilitant dans le sens que nous, on prend en charge tout l'appel à projet, on prépare tous les documents. Eux, ce qu'ils ont à faire, c'est oui, confirmer leur somme puis de verser la somme, mais par la suite, ils viennent au comité de sélection, participent aux décisions et tout ça. Ça fait que donc, c'est vraiment une façon très, très facile pour eux de s'investir dans la communauté puis qui va être efficace aussi. J'ai assisté au Conseil des maires de la MRC de Bécancour mercredi le 20 mai dernier. Voici mon entrevue avec le préfet Mario Lyonnais.
20 mai 2026, ce soir de Conseil des maires à Bécancour et on va faire un retour sur la soirée. Qu'est-ce qu'on retient ce soir du Conseil des maires de Bécancour? Pour commencer, bien, l'embauche d'une personne qui se joint à l'équipe pour un mandat de 3 ans en environnement. On a un plan climat, on a les milieux humides et hydriques à s'occuper, on a plein de choses, les cours d'eau, beaucoup de choses environnementales. La MRC a une tendance, le côté environnement. Le gouvernement nous enlève des subventions. On fait l'embauche, il y avait un comité qui est allé là-dessus, fait la sélection, puis je pense qu'ils ont trouvé une très bonne personne. On a également adopté des résolutions. Quelles sont-elles? Entre autres, pour la gestion de l'offre, M. Frédéric Baudet, qui est venu nous expliquer de la ferme Philo, qui est sur la Fédération de producteurs de lait au centre du Québec, qui représente les producteurs laitiers. C'est une résolution qui était passée à l'ensemble des MRC du centre du Québec. C'est l'appui au niveau des producteurs pour la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, c'est quoi? C'est le droit de produire qu'on veut conserver. C'est un message qu'on envoie au gouvernement, c'est fédéral, au gouvernement fédéral, en disant vous allez aller négocier avec les États-Unis et le Mexique. La gestion de l'offre, pour nous, est importante. Ça crée beaucoup d'emplois dans notre milieu. Les fermes, la MRC de Bécancour est agricole à 96 si je ne me trompe pas, 97 du territoire. Ça fait vivre beaucoup de familles. C'est des fermes familiales qu'on a sur notre territoire. L'importance de la gestion de l'offre fait que chez nous, ça garde une vitalité au niveau de nos municipalités aussi. Voici les allocutions de la première ministre du Québec et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Donald Martel, à propos de la politique bioalimentaire 2025-2035. La première ministre du Québec, Christine Fréchette, ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Donald Martel, étaient présents vendredi 15 mai à Drummondville concernant la politique bioalimentaire du Québec. Et cette volonté d'être dans l'action, de générer des résultats concrets sur le terrain, mais c'est porté évidemment par notre hôte de la journée, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel. Bonjour tout le monde. C'est avec un grand plaisir. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous pour cette rencontre annuelle des partenaires de la politique bioalimentaire. C'est un événement incontournable pour notre secteur. La présence de notre première ministre en témoigne. C'est un secteur clé de l'économie québécoise. Merci d'être parmi nous ce matin, chère Christine. Aujourd'hui, on se permet de voir grand. Voir grand, c'est croire qu'on peut produire davantage ici, transformer davantage ici, consommer davantage d'aliments d'ici, et c'est de faire rayonner votre savoir-faire. C'est aussi se donner les moyens pour atteindre nos objectifs. Voir grand, ça ne veut pas dire de rêver ou d'être déconnecté de la réalité terrain. J'ai eu la chance de faire beaucoup de terrain depuis que je suis ministre. Je me promène dans toutes les régions du Québec à votre rencontre. J'ai visité près d'une centaine d'organisations, de fermes, d'usines de transformation et d'organismes. Je suis à l'écoute et ça me permet de mieux comprendre votre réalité. On est bien conscient que le contexte actuel est difficile pour vos entreprises. Les défis sont nombreux, mais ça ne doit pas nous empêcher d'être ambitieux. Notre gouvernement vous l'a dit, on est là pour vous soutenir. Notre première ministre, Christine Fréchette, est d'ailleurs ici pour une importante annonce au bénéfice du secteur bioalimentaire. Chère Madame la Première ministre, j'aimerais ça que vous veniez me rejoindre ici en avant. Tout le monde, on l'accueille. Merci beaucoup. Bonjour, wow, quelle belle salle. Très contente d'être ici. Très contente d'avoir la possibilité de vous dévoiler quelques belles annonces. Je pense qu'ils vont rendre quelques personnes
heureuse. Mais dans un premier temps, j'aimerais saluer à mon tour le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Donald. Également saluer le député de Drummond-Bois-France, Sébastien Schneeberger. Merci de nous recevoir dans ton comté. Le député également de Gaspé et adjoint gouvernemental aux pêches du ministre Stéphane Sainte-Croix. Également la députée d'Iberville, Audrey Bogmans. Bonjour Audrey. Le président directeur général de la Financière agricole du Québec, M. Labrie. Également le président général de l'Union des producteurs agricoles, M. Caron. Tous les parlementaires du secteur bioalimentaire du Québec, également les grands chefs présents, l'ensemble des élus, chers invités, merci de votre présence. Vraiment très contente d'être là pour annoncer deux nouvelles mesures et puis une intention également qui va vous concerner plus particulièrement. Mais avant de dévoiler les mesures, j'aimerais ça vous parler de l'importance du secteur agricole, l'importance économique, l'importance aussi pour notre gouvernement du secteur agricole pour l'avenir du Québec. C'est une richesse d'avoir autant de produits québécois. Et je pense qu'il faut qu'on fasse connaître encore davantage et qu'on soutienne encore davantage cette richesse-là et de faire en sorte de la déployer le plus largement possible. Puis dans le contexte actuel, on le sait, on doit faire plus que jamais attention et se soucier plus que jamais de l'autonomie alimentaire et de la sécurité alimentaire. Déjà, on en avait pris grande conscience durant la pandémie. Et puis, avec les années qui ont suivi, l'inflation qui se fait sentir, les changements à l'international, tout ça fait en sorte que l'autonomie et la sécurité alimentaire prennent encore davantage d'importance, avec la guerre tarifaire également, la compétition faite par des États qui n'ont pas nécessairement des normes environnementales très élevées à niveau. Donc, tout ça nous amène à devoir agir. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On doit soutenir, en fait, l'ensemble de la chaîne bioalimentaire, que ce soit les producteurs, les transformateurs, les distributeurs ou les détaillants, et bien d'autres. Et pour beaucoup de Québécois, je pense que c'est une fierté de soutenir les producteurs québécois, de découvrir aussi les produits québécois. Puis Dieu sait qu'on a eu une belle évolution puis une belle créativité au sein du secteur alimentaire québécois. En tout cas, moi, c'est une des révolutions, je vous dirais, que j'ai trouvé la plus intéressante au cours des dernières décennies. Il y a eu vraiment une diversification et puis aussi une plus grande attention à la qualité des produits au fil des ans. Et c'est vraiment fabuleux de voir ça. Une belle créativité, en plus que ça nous fait découvrir le terroir. Et on doit continuer à le faire, on doit continuer à la soutenir, cette croissance-là, pour tous les Québécois et aussi pour notre économie. Alors, je reviens aux deux nouvelles mesures que je dévoile aujourd'hui. D'abord, je vous annonce qu'on va rembourser la taxe carbone pour les agriculteurs. Ça va être important de mettre ça en place. Avec la financière agricole, on va rembourser directement par chèque ou par dépôt direct les agriculteurs pour la taxe carbone. Et pour y arriver, on investit plus de 40 millions de dollars par année. En fait, dès juillet, les agriculteurs vont recevoir leur remboursement pour la saison 2026. Et savez-vous quoi? Il n'y aura même pas besoin de paperasse à remplir. Ça va se faire de manière automatique, sans attendre. Ils vont recevoir rapidement leur argent. En fait, c'est près de 16 000 agriculteurs qui vont pouvoir en profiter. Donc, c'est costaud. Pour moi, c'était une priorité. Je l'avais annoncé déjà dans le cadre de la course à la chefferie, parce que si on veut une autonomie alimentaire, si on veut une sécurité alimentaire, eh bien, ça prend une agriculture forte. Outre le 40 millions de dollars qui est annoncé pour la taxe carbone à chaque année, on parle également d'un souhait qui était là depuis plusieurs années, soit celui d'abolir la distinction qui existe entre la relève à temps partiel et la relève à temps plein. On va investir près de 9 millions de dollars par année pour bonifier le programme d'appui financier à la relève agricole. Nous assurer d'aider davantage les jeunes agriculteurs pour qu'ils puissent prendre le relais, ça va être important. Ce qui fait en sorte que dorénavant, l'aide maximale sera jusqu'à 65 000 $ pour la relève agricole. On va aussi répondre à un autre de vos souhaits, un de vos souhaits qui est porté depuis plusieurs années par le milieu agricole. On va abolir la distinction qui existe entre la relève à temps plein et la relève à temps partiel. Il y aura une seule grande catégorie, la relève. Point à la ligne.
De cette façon-là, on va aider toute la relève agricole. Qu'elle soit à temps plein, à temps partiel, on considère que c'est un engagement important qu'il faut soutenir. On a besoin de cette relève, on a besoin de la soutenir. Avec cet investissement, on va donc permettre à plus de jeunes, les agriculteurs, soit d'acheter leurs terres, d'acheter leur équipement ou encore de réduire leurs coûts. Ils vont pouvoir donc continuer à cultiver la terre de génération en génération. On le sait, les agriculteurs, vous nourrissez le Québec, travaillez nos terres, vous remplissez notre garde-manger, vous faites vivre nos régions partout sur le territoire québécois. Puis dans le contexte économique actuel, c'est important qu'on prenne soin du secteur agricole, qu'on prenne soin des agriculteurs, qu'on prenne soin de la relève. Donc, on vous donne les moyens de vos ambitions et on vous encourage de toutes les façons possibles. Puis avec l'annonce d'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, exactement. Et puis, je tiens à rassurer les agriculteurs, moi, j'ai conscience de vos réalités, j'ai conscience de vos besoins. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous annonce également que le règlement de la CNESST sur les conditions d'hébergement pour les travailleurs étrangers, on ne l'adoptera pas sous sa forme actuelle. On va tenir compte des commentaires qui ont été exprimés et on va faire les modifications nécessaires. Donc, c'est un dossier à suivre. Je suis tellement reconnaissant de la présence de notre première ministre aujourd'hui pour ces annonces importantes. Aujourd'hui, on répond à des demandes historiques du secteur et surtout, on le fait avec des mesures directes, concrètes et attendues. Ce qu'on annonce, ça reflète les besoins du milieu et on doit s'en réjouir. Les mesures annoncées auront des retombées sur toute la chaîne bioalimentaire jusqu'aux consommateurs. En soutenant les agriculteurs, toute production confondue et en donnant un appui supplémentaire à la relève. On renforce notre capacité à produire davantage d'aliments d'ici et on permet aux Québécois de consommer local. On veut donner de l'air à celles et ceux qui se lèvent chaque matin pour nourrir le Québec. C'est un honneur pour moi d'être ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Merci, Madame Fréchette, pour la confiance renouvelée. J'avais l'habitude de dire aux gens que j'avais réussi ma période de probation de 6 mois. Merci beaucoup. Le Québec, c'est beau, c'est grand, mais c'est surtout vivant, grâce à nos paysages agricoles qui contribuent à la vitalité de nos communautés rurales. Aujourd'hui, notre message est clair. On est là pour vous appuyer, pour faciliter votre vie et pour préparer les prochaines générations. Merci tout le monde, en vous souhaitant un bon événement à tous. Peut-être juste un petit mot, je devais passer toute l'avant-midi avec vous. Je vais quitter quelques minutes avec la première ministre. On va aller visiter une ferme, la Relève. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous accompagner. Bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Et voilà donc pour ces annonces gouvernementales en termes de bioalimentation qui assurent une sécurité et une autonomie alimentaire.
On se lance dans une deuxième année pour les émergents de la MRC de Nicolet-Yamaska et voici mes entrevues à ce sujet. Je me trouve à l'ouverture du marché Godefroy et plus particulièrement, je vous amène avec moi au kiosque Les Émergents. Voici mon reportage. Premièrement, j'aimerais qu'on rappelle le concept des émergents. Qu'est-ce que c'est exactement les émergents? Les émergents, c'est un incubateur de mise en marché de proximité. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on vient dérisquer l'accès au marché Godefroy pour les entreprises du territoire de Nicolet-Yamaska. Donc, c'est la MRC qui gère le kiosque, qui administre le kiosque, c'est-à-dire. Puis, eux, on prend un prélèvement sur les ventes qui fait que ça finance le kiosque. Donc, c'est un peu comme une répartition des coûts. Toute l'installation, les équipements, tout a été financé. Donc, ça vient vraiment donner un coup de pouce là, pour le modèle. En fait, c'est un modèle qui pourrait se répéter dans d'autres territoires, d'autres marchés. Puis, donc, c'est ça. On vient dérisquer l'accès. Les entreprises vendent leurs produits toute la saison. Puis, ils se divisent les présences. Donc, c'est vraiment facilitant pour les entreprises. Faisons un retour sur la première saison. Comment ça s'est passé? Et j'imagine que ça a quand même bien été parce qu'on en est à la deuxième saison. Oui, bien, le concept a été prouvé. Donc, ça a marché. On a cumulé des données l'année passée. On a fait des apprentissages tant sur le côté technique que le côté humain. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. L'année passée, on avait 12 entreprises. Cette année, ils sont 6. Puis, c'est parfait comme ça. Plus de place pour chacun. Puis l'incubateur a vraiment fait sa job l'année passée. Je m'excuse l'anglicisme, mais il a fait son travail parce que dans le fond, il y a des gens qui venaient tester des nouveaux produits. Ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas la bonne mise en marché l'année passée. Donc c'est pour ça qu'on a eu des départs, mais c'est vraiment le concept fonctionne. Fait qu'on est vraiment content. On espère qu'il y ait plus de gens cette année. Il va faire beau. Les travaux sur le pont sont terminés. Donc ça s'enligne bien. Qu'est-ce qui attend le public justement cette année? 6 belles entreprises du territoire. On va avoir de la viande de porc, on a de la viande de poulet, du poulet aussi également, tout au pâturage. Des œufs de canard, des œufs de caille, des œufs de poule. On a des tisanes variées, médicinales. Ensuite, fruits et légumes variés, des bleuets frais congelés. Je veux pas oublier personne. Des tartinades. Ça ressemble pas mal à ça. Donc, 6 belles entreprises du territoire. Puis, ils sont là toute la saison. Fait que c'est vraiment, ils se partagent leur présence, mais leurs produits sont là toute l'année. C'est un projet incubateur qu'on a commencé l'année dernière. C'est pour aider des entreprises à développer leur commerce local, à se faire connaître. Puis, on espère dans, je sais pas combien d'années, qu'ils peuvent voler de leurs propres ailes. On les soutient au départ, leur donne un coup de main pour leur aider. Ça leur aide à apprendre des fois. Des fois, dans leur commerce, il y a des choses qu'ils pensent que ça va être extra, puis ça ne l'est pas. Finalement, puis il y a des choses, c'est le contraire. Ils pensent que ça se va vendre mieux, puis ça se vend très bien. Fait que ça leur aide à apprendre leur marché possible avec ça. Fait qu'un jour, ils pourront probablement voler de leurs propres ailes. Quel est le rôle que vous jouez justement dans un projet comme celui des émergents? Bien, c'est plus au niveau de la MRC. On aide financièrement au départ. C'est nous qui s'occupons de louer l'emplacement ici au marché Godefroy. Puis, en gros, c'est surtout Marie-Hélène qui fait le travail. Là. Je peux pas dire la job, là, mais c'est elle qui fait le travail. Puis, nous, on aide à établir l'horaire parce qu'en étant 6 cette année, ils ne sont pas obligés d'être présents toutes les fins de semaine. Ça aide à établir l'horaire, qui va être présent quelle fin de semaine, tout ça. Fait que ça les allège un peu de ce côté-là. C'est l'aide surtout qu'on est capable de leur donner. Alors, Nathalie, premièrement, on est ici aujourd'hui. Bien, vous êtes au kiosque Les Émergents. Qu'est-ce que ça vous apporte de participer à un kiosque comme ça? Moi, c'était surtout pour l'esprit collectif, de l'entraide, puis des partenariats gagnant-gagnant. C'était ça que je recherchais là-dedans. Parlez-nous un petit peu de votre entreprise. Qu'est-ce que vous présentez comme produit? Moi, je produis principalement des tisanes médicinales. Puis j'ai de l'ail aussi également, qui est également une plante médicinale. J'imagine que ça apporte quand même un défi supplémentaire de moins d'être avec d'autres producteurs et de partager un kiosque comme celui-là? Oui, c'est certain, parce que comme j'étais une entreprise en démarrage, j'aurais pas eu la capacité d'avoir un kiosque à moi seule au marché comme ça. Fait que ça me donne l'opportunité d'être là.
et aussi de tester le marché avec des nouveaux produits ici pour les gens de la région. Claudie Geoffroy nous amène dans une activité hors du commun. Les poneys des neiges débarquent au parc de la rivière Gentilly. 30 août 2025, en direct du parc de la rivière Gentilly. Je suis venue y rencontrer Natacha Scotto, propriétaire de l'entreprise Poney des Neiges. J'ai discuté avec elle des différentes activités que propose l'entreprise et j'ai même eu la chance de faire un tour de poney. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y emmène avec moi. On a appelé ça Poney des Neiges parce qu'on voulait faire connaître l'hiver québécois à tout le monde, puis en profiter là, pendant l'hiver. Pouvez-vous parler un petit peu de l'activité d'aujourd'hui au parc de la rivière Gentilly? Oui, aujourd'hui, dans le fond, c'est une petite initiation. Les gens, ils viennent, on a des tours de poney à la selle, puis on a des tours de poney aussi là, à l'attelage. Les gens peuvent essayer là, de venir conduire là, un petit poney. Là. Ça, c'est pour autant les adultes là, que les enfants. Les adultes peuvent conduire leur poney là, parce qu'il n'y a pas de problème là, pour le poney de tirer là, un adulte. Par contre, les tours de poney à la selle, mais là, c'est vraiment pour les jeunes enfants, là, venir faire des tours. C'est le parent qui marche à côté. Là, fait qu'on leur présente la nature, on leur présente un peu le parc là, de la rivière Gentilly. Là. Ici, on est du côté des chevaux. Fait qu'il y a un camping équestre pour ceux qui ont vraiment leur cheval et qui viennent en camping. Vous faites plusieurs activités. Vous êtes ici au parc de la rivière Gentilly, mais vous avez d'autres sites aussi pour les activités de Poney des Neiges à l'année longue. Là. Oui, dans le fond, nous, on en fait presque à l'année. C'est sûr, comme le mois de novembre, c'est toujours le mois un petit peu plus moins beau, puis tout ça. Fait qu'au mois de novembre, on prépare notre saison d'hiver, mais dès que la neige commence, là, on fait nos tours de poney à l'Érabilière-Prince, à Saint-Wenceslas. Puis là, c'est vraiment, on est là tout l'hiver. Puis pendant la saison estivale puis automnale, bien là, on est au parc ici. Là, on vient au parc quelques journées par semaine. Puis on est aussi dans des festivals, là, des fêtes d'enfants. On fait différentes activités comme ça là, avec nos poneys. Quand on fait l'activité ici à l'été, souvent on vient prendre une marche là, avec les poneys. C'est 1 heure. Les gens ils viennent avec leurs enfants. Puis c'est eux qui tiennent le poney. Puis on part pour 1 heure dans les sentiers du parc. Puis on fait aussi là, avec des petites carrioles, là, que là, l'adulte peut embarquer dans la carriole puis conduire. Puis là aussi, on part pour 1 heure, mais on a une petite formation là, avant de partir là, pour pas qu'ils apprennent à conduire là, le poney. On les laisse pas partir comme ça. Là. Fait qu'ils ont une formation, puis vous partez toujours avec un guide là, aussi. Là, vous avez combien de poneys? Parce que là, j'en vois quelques-uns ici qui sont vraiment très mignons, je dois dire. Vous en avez combien? On en a 5, mais dans le fond, on a 23. On a 23 poneys. On a environ 17 poneys qui sont capables de faire nos activités. Puis après ça, bien, on a la relève. On a un petit bébé qui est né cette année. On a des 2 ans, on a des 3 ans qui ne sont pas encore prêts là, pour faire les activités. Là. Mais c'est ça, on se garde toujours une petite relève là, pour plus tard. Là. Il y en a qui vont vieillir. Puis c'est ça, pour avoir des poneys là, pour nous faire plaisir, pour faire les petites randonnées là, dans le bois. Et toi, Natacha, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en affaires, de venir faire découvrir les poneys puis toutes les activités qu'on peut faire? Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir en entreprise? Moi, dans le fond, j'ai tout le temps été un peu en entreprise. Avant, j'avais un santé caisse. Là, on a laissé parce que c'est travail, on fait d'autres choses. On a dirigé notre activité différemment. Les poneys, dans le fond, Poney des Neiges, on a parti ça un peu parce que souvent, à l'hiver, c'est un peu plus tranquille. Puis on s'est dit, pourquoi pas faire une activité là, d'hiver, puis tout ça avec les poneys. Fait qu'on a commencé ça un peu comme ça. Moi, quand ma fille était toute petite, moi, j'étais une maniaque de chevaux. Puis là, quand je montais à cheval, puis là, quand il fallait que je la fasse garder, que là, quand on fait avec le poney luge, qu'on fait avec une petite luge, les enfants tout petits peuvent venir, puis sont avec nous. On n'est pas obligé de les faire garder, puis tout ça. Fait que ça partit un peu de là. Puis là, après ça, on l'a fait plus commercial. Au début, on l'a fait pour nous, là, pour le plaisir. Puis après ça, je l'ai fait commercialement là, pour ça. Puis vraiment, c'est un bel engouement. Là. Les gens ils aiment vraiment ça.
Puis aussi, on l'a fait un peu parce qu'il y a des gens aussi qui ont des poneys, que leurs enfants ils ont vieilli. Puis là, le poney, il reste là, puis il fait plus rien parce qu'ils peuvent pas le monter. Fait que là, ils peuvent l'atteler. Fait qu'on leur montre aussi là, comment atteler leur poney, là, ceux qui en ont, là, bien sûr. Là. Puis comme ça, ben, le poney n'est pas juste là à rien faire. Là, il va se promener un petit peu pour se tenir en santé. Si on souhaite vous rejoindre, prendre part à une de vos activités, que ce soit autant en été qu'en hiver, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Oui, dans le fond, nous, on a une page Facebook, c'est Poney des Neiges. Fait que vous pouvez nous écrire un petit message là, sur Messenger pour nous rejoindre. À l'hiver, on a un service de réservation en ligne. Mais pour l'été, par contre, vous prenez vraiment vos réservations là, par Messenger. Mais à l'hiver, là, on a un service en ligne. Mais allez toujours voir pareil sur notre page Facebook, là, Poney des Neiges. C'est vraiment important de prendre une réservation quand vous voulez venir nous voir parce qu'on n'est pas toujours sur place, là, comme là au parc, on vient quelques jours semaine. Fait que si vous présentez, là, ça se peut que cette journée-là, on est ailleurs parce qu'on fait aussi, comme je disais tantôt, nous, on fait des fêtes d'enfants, des carnavals. Fait que ça se peut qu'on soit parti là, dans une autre activité. Eh bien, Natacha, je te remercie beaucoup. Puis j'ai bien hâte de venir essayer les poneys. Ben, parfait, on va te faire essayer ça. C'est donc un événement réussi pour l'entreprise Poney des Neiges au parc de la Rivière-Gentilly. Je tiens à dire un merci spécial à Valentine, le poney de 12 ans avec qui j'ai partagé cette belle randonnée. C'était Claudie Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! Voici maintenant Saint-Léo en action avec la Ligue de volleyball de plage, toujours avec Claudie Geoffroy. Je me trouve présentement au terrain de volleyball de plage de Saint-Léonard d'Aston. Je suis venue rencontrer Jacques Lemire et Lucie Lausière qui ont tous deux, à un moment ou à un autre, été responsables de la Ligue de volleyball de plage du village. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y emmène avec moi. Au terrain de volleyball, il y a une vingtaine d'années, c'était du tennis. C'était Richard Lebeau qui jouait au tennis avec Robert Lausière, avec Pierre René, puis René Vincent. Mais les années ont filé et les gars ont parti de l'extérieur. Richard était rendu tout seul, il était trop fort, il était rendu tout seul. Alors, à un moment donné, le terrain était à 18. Ils ont décidé de faire du sable et un terrain de volleyball parce que dans les Jeux olympiques, il y avait du volleyball. Puis ils m'ont dit « Hey, on veut jouer au volleyball ». Alors, on a commencé ça, 6 équipes. C'était le fun au bout, on s'amuse, on rit, on a de la misère des fois à jouer parce que ça fait rien de rire, puis on a du plaisir. C'est l'objectif. Et là, toi, tu étais là depuis le tout début, donc tu as fait partie là, des premières moutures, des premières saisons, c'est bien ça? Oui, les premières saisons, moi, Daniel, mon épouse, Lucie Lausière et Simon Boitler ont été les premiers qui ont parti ça. Après ça, là, on a pris 6 équipes, puis on était vraiment au début. On ne dira pas que l'âge qu'on avait, c'est là 20 quelques années. Donc là, tu t'occupais de la Ligue à ce moment-là, en plus de jouer? Oui, on s'occupait de la Ligue, des remplaçants, le party en fin de l'année. Alors, c'était à tous les ans, là, on avait une liste de noms, puis mais souvent, le monde ne lâchait pas parce qu'il aimait ça, parce que c'était drôle, puis on avait du plaisir. Fait qu'à un moment donné, ben là, ça a pris de la relève. J'ai trouvé une jeune Lucie Lausière qui a pris la relève parce que j'avais moins de temps. Alors, Lucie Lausière était la présidente après. Fait que c'était un peu les années du volleyball dans le sable à Saint-Léonard-d'Aston. Le mercredi soir, 6h, 7h, 8h, il y avait 6 équipes. On jouait 2,25 et 1,15 qui durait 1 heure. C'est parti le volleyball à Saint-Léonard. Bonjour, moi je suis Lucie Lausière, native de Saint-Léonard-d'Aston. Lucie, tu as repris les rênes de l'organisation des ligues de volleyball de plage ici à Saint-Léonard-d'Aston. Pourrais-tu m'en parler un peu? Comme que dit Jacques, ça fait une vingtaine d'années que ça existe. Le Gros Fun Noir, nous on allait là pour le plaisir. Il y avait 2 sortes de volleyball. Tu avais les 40 ans et plus et les 40 ans et moins dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est plus les 50 ans et plus parce que on avance en âge. Fait que ça perdure dans le temps. Puis il y a eu beaucoup de monde qui ont passé, mais on avait tout le temps une liste de noms de remplaçants et tout pour jouer. Puis là, depuis quelques années, je te dirais, c'est stable, tout le monde veut jouer, puis c'est toujours les mêmes qui reviennent à chaque année, fait que c'est pas difficile de trouver des remplaçants. C'est vraiment très agréable. On a bien du gros fun. Puis ça, on joue vraiment pour avoir du plaisir. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas... on rit, on a bien du fun. Fait que c'est ça, c'est pour s'amuser puis se mettre en forme.
Puis là, je pense que le terrain est utilisé plusieurs soirs, donc différentes catégories. Oui. Le jeudi soir, c'est les plus jeunes. Mettons, les mix, c'est vrai, c'est mix aussi. Le mardi, tu as du 2 contre 2, puis le lundi aussi, c'est vraiment les plus jeunes encore qui jouent là. Ça s'est vraiment beaucoup développé là, grâce à notre petit terrain de volleyball, mais qui est allumé le soir puis tout. Là. Fait que ça fait de l'action beaucoup avec la balle qui est à côté aussi. Fait que c'est vraiment très agréable. Est-ce que c'est des gens exclusivement de Saint-Léonard-d'Aston qui prennent part à Pas la du Ligue? tout. On a de Saint-Ouen, on en a un peu partout. On accepte tout le monde. Quand il y a de la place, ça nous fait plaisir de les prendre. Puis il n'y a pas de... Que tu es fort, pas fort, il n'y a pas de catégorie de force. C'est quelqu'un qui aime avoir du fun, puis pas trop de compétitif, parce que je te les place aussi. Là, toi, Lucie, tu as commencé ici à la Ligue en juin. Qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre le flambeau, de continuer cette Je pense que j'ai lancée-là? pas eu le choix. Moi, j'ai toujours joué au volleyball. Que c'est intérieur-extérieur. Puis Jacques, il avait plus de temps, puis il m'a mis ça entre les mains, puis c'est tout. Mais tu sais, là, j'ai mes assistants, j'ai un bon vice-président qui est petit, puis qui nous aide, mais c'est vraiment pas difficile parce que même les propres joueurs de notre ligue à nous autres se trouvent le remplaçant. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas très, très compliqué. On finissait avec un bon souper plus face là, à la fin de la saison. Puis en termes de modalité de match, comment ça fonctionne? C'est des 2 sets, des 3 sets, des temps de jeu? C'est des 3 sets, 2, 25 puis un 15. Puis à la fin de l'année, on se fait une petite finale, là, une petite compétition là, amicale, là, puis on finit ça de même. Donc des plages horaires d'1 heure, c'est ça? Oui, 6, 7 et 8, c'est ça. Oui, d'1 heure. On essaie de ne pas trop dépasser parce qu'on est plus jeunes, là, dans le monde travail. Et puis Lucie, dis-moi, si quelqu'un se dit « Hey, moi, j'aimerais ça venir triper avec le monde à Saint-Léonard-d'Aston au volleyball de plage », comment est-ce qu'on peut vous rejoindre pour s'inscrire? Ah, OK, mais ils peuvent faire toujours par les loisirs, puis ils vont nous contacter. Mais tu sais, comme que je dis, je les garde toujours je mets leur nom sur la liste de substituts, puis quand il en manque un, mais tout le monde pige dans la liste de substituts qui ne connaissent pas rien, c'est pas grave, on a du fun, puis ils les appellent, parce que à chaque année, tout le monde revient, fait que c'est difficile, mais s'il y a un trou, ça va nous faire plaisir d'aller les chercher pour les amener avec nous. Et Lucie, finalement, si tu avais à résumer cette saison 2025 en 3 mots, comment dirais-tu? Extraordinaire, il n'a pas mouillé, on n'a pas annulé aucun match, puis c'était de rire, de rire, de rire, de rire. Rire et plaisir, donc. C'est en plein ça. Lynn Richard a réalisé un reportage La vie à Bécancour sur la Société acadienne Port-Royal. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière la Société acadienne du Port-Royal. Et pour nous en parler, Ghislaine Baudry. C'est un organisme existant depuis 2006. Alors, notre mission est vraiment de faire connaître le fait acadien à travers la ville de Bécancour, le centre du Québec. Ces Acadiens qui sont arrivés ici, on le sait, dès 1759 et qui, grâce à eux, Saint-Grégoire est né en 1802. Depuis 7 ans, l'organisme Société acadienne Port-Royal a évolué beaucoup. On a eu en premier des expositions dans le moulin, nos premières. Ensuite, à l'extérieur, des photographies qui sont venues passer l'été. Et par la suite, en 2010, lorsqu'on a déménagé au couvent, mais c'est là qu'on a évolué beaucoup. Parce qu'on a pu faire la généalogie avec Madame Hébert. Plusieurs familles sont venues à la recherche de leurs ancêtres. On a eu le Festicadie, nos expositions qui ont monté en 2017 et qui sont encore existantes, dont l'incroyable histoire des Acadiens, les monts du lac Saint-Paul, notre moulin et la visite de l'église aussi qui est très importante, qui est notre joyau du village. On a eu les retrouvailles qui ont permis de regrouper différentes familles du Québec qui, après avoir fait leur généalogie, les ont exposées dans le centre culturel et ce fut un échange incroyable. Cette année, on a eu les jardins de la Petite Cadie grâce à des bénévoles qui nous ont fait un bel environnement autour du moulin et aussi des jeudis
animé qu'on a eu toute la saison et dont plusieurs familles sont venues s'amuser. Alors, la société est toujours en recherche pour laisser un legs à tous les citoyens, les jeunes, savoir d'où l'on vient et pourquoi on est là. Et aujourd'hui, bien, on vit une impasse parce qu'on sait qu'il va y avoir des changements. Alors, on regarde comment on peut rester encore dans le centre du village parce qu'il ne faut pas perdre cette culture acadienne qui nous suit toujours de près. Vous avez d'autres moyens aussi? La Société acadienne veut aussi promouvoir l'histoire à travers de faits ludique, dont l'Halloween, qui a toujours un petit filon acadien et qui implique les gens dans leur visite. Ils sont en interaction avec l'histoire. On a aussi la mi-carême, qui est une fête acadienne qui vient de la France, mais que les Acadiens ont poursuivi. Alors, toujours à la mi-carême, on a notre fête et on finit le 15 août par le grand tintamarre pour rejoindre la fierté acadienne. Je voudrais en profiter pour remercier les bénévoles qui travaillent auprès de nous, qui nous encouragent. C'est notre récompense par le travail qui se fait. Alors, un grand merci au public, aux visiteurs, aux bénévoles et à tous ceux qui croient aux faits acadiens. Alors, vous et votre comité méritent vraiment un hommage et merci de faire rayonner la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Écoutons à l'instant quelques mémoires vivantes du lac Saint-Paul. Vous connaissez le lac Saint-Paul? Oui, moi, quand je me suis mariée en 58, là, notre terre agricole est au début du lac Saint-Paul, pas loin de Précieux-Sang, côté de Précieux-Sang. Et puis après ça, on a acheté une terre, puis ça, c'était vraiment au lac Saint-Paul, côté de Saint-Grégoire à Saint-Grégoire. Et puis... Vous avez eu connaissance qu'il s'est passé des choses au lac Saint-Paul? Ah ben oui, j'ai eu connaissance de beaucoup d'inondations, parce qu'autrefois, quand il ne passait pas la grenouille le printemps, là, on avait beaucoup d'inondations. J'ai eu une année qui ont déménagé une 50aine de bêtes ailleurs pour qu'ils puissent survivre. Et puis chez nous, là, on avait de l'eau là, jusqu'au pied des vaches quand il y avait des inondations. Alors là, je vole quelques mots à M. Garceau. Moi, je suis natif de Saint-Grégoire, donc le lac Saint-Paul, je le connais de fond en comble. Oui. Au lac Saint-Paul, il y avait plusieurs activités. Quand j'étais jeune, M. Moré-Léon avait 3 chalets et 22 chalots. C'était le premier qui a exploité la pêche comme un peu commercial. Par la suite, il y a eu M. Roger Leblanc, il y a eu Paul Cormier, M. Paul Cormier et Lorenzo Leblanc. Ces 3 propriétaires-là, à l'heure 4, le dimanche après-midi, il y avait à peu près 80 chaloupes sur le lac pour la pêche. Fait que c'était toute une activité. Il y avait aussi d'autres activités en hiver. Exemple, il y avait des courses de chevaux le dimanche après-midi. Ça se faisait du moment que la glace était suffisamment épaisse. Fait que le champion, à ce moment-là, c'était M. Morel-Léon, qui avait le meilleur cheval de course. C'était l'activité. Aussi, on appelait faire la glace pour la beurrer. Là, à ce moment-là, dans le temps, le lait était refroidi avec de la glace qui provenait du lac Saint-Paul. Donc, quand la glace était suffisamment épaisse, on coupait la glace par morceaux, puis chaque cultivateur devait faire un voyage de glace pour emmener à beurrer au village. C'était une activité, souvent qu'il y en a qui sortaient, qui étaient pas mal trempes quand ça finissait. J'avais aussi un oncle qui était dans une communauté religieuse, puis qu'à un moment donné, est arrivé avec un début de généalogie. En disant, bon, Étienne Hébert qui est arrivé à Saint-Grégoire, puis blablabla, puis bon. Fait que ça m'a questionné beaucoup. Alors, à un moment donné, quand j'ai eu, quelques années plus tard,
de m'intéresser à ça, c'était comme la piqûre, une vraie maladie de savoir c'est quoi la généalogie. Alors, j'ai fait mon arbre total, le grand panneau rempli et tout et tout. J'ai des cartables, des piles de feuilles, à peu près sur toutes les familles. Et à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler ou d'aider quelqu'un à faire sa généalogie, c'est comme une partie de ma mission, on dirait. Vous avez tellement raison, Mme Hébert, parce que dans le fond, on pense à nos enfants, hein, nos futures générations qui vont savoir d'où ils viennent. Oui. C'est ça qui est important aussi, d'aller trouver c'est qui les premiers qui sont arrivés ici. Bon, moi, quand j'ai trouvé Étienne Hébert qui est arrivé à Bécancour en telle année, puis bon, tout ça, on dirait que ça nous crée des racines d'appartenance. Et c'est important de répandre ça à travers la famille. Bon, les enfants qui sont au courant que, bon, grand-papa, grand-maman, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et c'est un peu aussi les métiers qui ont été faits aussi à travers les familles comme telles. On dirait que ça nous sert de racine. C'est que ça nous rattache à un clan, à une famille, et ça crée aussi des belles réunions où est-ce qu'on peut en parler comme tel. De voir que ça se continue à travers les autres membres ou les autres familles qui s'intéressent à cette partie-là, pour moi, c'est vraiment très enrichissant, puis ça me comble de bonheur, vraiment. Donc, merci, Mme Hébert, de tout cœur de votre générosité. Ça me fait plaisir. Puis... Et merci à ces résidents de Saint-Grégoire qui ont bien voulu nous partager une tranche de leur histoire. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ce bulletin de nouvelles de Télécœur, semaine du 15 juin. Merci d'avoir été des nôtres. En attendant la prochaine semaine, vous pouvez aller visionner toutes nos émissions sur notre Facebook, Vimeo, YouTube, Instagram, TikTok. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux pour revoir ou découvrir de nouvelles émissions. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine.
6h moins quart, le père s'en va. Ça fait 32 ans qu'il fait ça. Il est ben tanné de se faire mourir. Il a même plus l'espoir de s'en sortir. Chauffer un taxi, c'est pas une vie. Chauffer un truck, c'est pas une loc. Une chance que sa femme le comprend. L'artiste qui se tient caché en dedans. Oh, oh, oh. 6h30, la mère se lève. Ça fait 32 ans qu'elle se crève à vouloir tenir sa maison. Elle en a perdu ses passions. Femme de ménage, c'est pas une vie. De l'esclavage, c'est pas une loque. Une chance que son mari comprend. L'artiste qui se tient caché en dedans. Oh, 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 lui dans son cœur, c'est un grand... Salut, c'est Pierre-Luc Fong pour parler de la Fête nationale 2026. Le 23 et 24 juin, le Québec fête en grand. On célèbre notre musique, notre identité puis tout ce qui nous rassemble. Consultez la programmation puis venez fêter avec nous autres. Puis surtout, oubliez pas le plus important, le petit drapeau.